On a souvent ce réflexe, hein. Une crise géopolitique éclate et hop, on se dit, les marchés vont s'effondrer. Oui, c'est presque automatique comme Oui. pensée. Mais est-ce que c'est vraiment toujours comme ça? Et si l'histoire, finalement, nous racontait autre chose? Quelque chose de plus nuancé, peut-être même surprenant? C'est exactement la question. Alors on va explorer ça, justement, en s'appuyant sur une analyse intéressante parue dans Investir. Absolument. L'idée, c'est de confronter un peu cette perception très répandue avec la réalité brute des chiffres. On va regarder le Dow Jones, par exemple, depuis la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Et voir, bien sûr, comment tout ça résonne avec la nervosité actuelle sur les marchés. Alors, allons-y, le premier truc qui frappe, selon Investir, c'est que les marchés boursiers montrent souvent une résilience euh, assez étonnante face aux conflits. Oui, étonnant est le mot. Paradoxalement, la bourse baisse souvent au début, c'est vrai, mais après elle se reprend. C'est ça. Et l'analyse du Dow Jones, elle est très parlante là-dessus. Investir a isolé 11 événements géopolitiques majeurs depuis 1945. On parle de la guerre de Corée, la crise de Cuba, l'assassinat de Kennedy, les guerres du Golfe. Des crises majeures, oui, Voilà, eh bien, sur ces 11 cas, dans 7 d'entre eux, l'indice était en hausse 12 mois après le début de la crise. 7 fois sur 11. Ça va quand même un peu à l'encontre de l'intuition, non? Tout à fait, ça suggère que les marchés, bon, soit ils intègrent ces risques assez vite, soit d'autres facteurs économiques prennent le dessus sur le moyen terme. Et pour les 4 autres fois? Ça n'a pas progressé. Même là, quand on regarde un an après, les baisses sont souvent restées, assez modestes finalement. On parle de moins 3% après le début du blocus de Berlin en 1948, D'accord? ou moins 5% un an après le début de l'intervention en Syrie en 2014. Et plus près de nous, après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, Oui. le Dow Jones n'a perdu que 1% sur un an. Et pendant ce temps-là, le CAC 40 à Paris, lui, il gagnait 6%. Ah oui, quand même. La grosse exception, celle où l'impact a été vraiment profond, durable, ça reste les attentats du 11 septembre 2001. Ça, c'était différent. Je vois. C'est fou cette capacité d'absorption historique qu'ont les marchés. Pourtant, aujourd'hui, on sent une vraie fébrilité, non? Sur le CAC 40, par exemple, avec les tensions au Moyen-Orient, ça a pas mal bougé. Oui, il y a eu des secousses, c'est clair. Et les prix du pétrole aussi, ils font un peu le yo-yo. Bon, le Brent est remonté vers 78 $. Mais on est loin des sommets de 2022 ou 2008. Oui, on n'est pas à 130 ou 150 dollars le baril, heureusement. Heureusement. Mais c'est là que ça devient intéressant, vous voyez? Parce que si l'histoire montre cette résilience, cette capacité à digérer le contexte économique actuel, lui, il est différent. Il amène son propre lot d'inquiétudes. C'est-à-dire? Prenez la Réserve fédérale américaine, la Fed. Ils viennent de revoir un peu leur copie, et pas forcément dans le sens le plus optimiste. Ah, Leur dernière prévision, elle signale plus d'inflation attendue en 2025, surtout l'inflation sous-jacente, vous savez, celle hors énergie et alimentation. la plus structurelle, oui. Hausse à 3,1%. Ils anticipent aussi un peu plus de chômage et surtout une croissance économique moins forte, plutôt autour de 1,5% pour 2025. D'accord, donc le contexte économique de fond est moins porteur. Voilà. Et du coup, même une hausse limitée du pétrole, comme celle qu'on voit, ça vient tout de suite raviver les craintes sur l'inflation et potentiellement freiner encore la machine. Les marchés jonglent en permanence entre cette mémoire historique des crises et ces défis économiques bien présents, bien actuels. Et j'imagine que cette complexité générale, elle se répercute aussi au niveau des entreprises elles-mêmes, des secteurs spécifiques. Tout à fait. Et parfois, ça n'a même rien à voir directement avec la géopolitique du moment. Investir donne l'exemple d'Airbus. Oui, Eux, ils sont confrontés à des problèmes persistants sur leur chaîne d'approvisionnement, des soucis pour recevoir des cabines, des moteurs, même des toilettes, figurez-vous. bah oui, d'accord. Et ça complique leur livraison, leurs objectifs de production. C'est un défi interne en quelque sorte. Ou prenez l'automobile avec Renault par exemple. Hmm. Le secteur est en pleine transition vers l'électrique. C'est une mutation énorme, coûteuse, très complexe à gérer. Et en face, il y a une demande qui parfois elle patine un peu à cause des prix encore élevés. Et puis une concurrence féroce, notamment asiatique. Donc des défis sectoriels lourds qui s'ajoutent au reste. Exactement. Tout ça se mélange. Bon, alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'un côté, l'histoire nous dit attention, les marchés digèrent souvent mieux les chocs géopolitiques qu'on ne le pense à chaud. La panique, elle ne dure pas forcément. C'est une leçon importante, oui. Ne pas surréagir, peut-être. Mais d'un autre côté, cette résilience, elle n'est pas automatique. Elle n'est pas garantie. Et le cocktail économique actuel, l'inflation qui résiste, la croissance qui ralentit, plus ces problèmes spécifiques dans certains secteurs, ça rend la situation particulièrement complexe aujourd'hui. C'est exactement ça. La situation est vraiment multicouche. Et ça soulève une question, je trouve, assez importante pour la suite. Laquelle? Mais
Si on admet que les marchés ont cette tendance historique à regarder, disons, au-delà des conflits sur le moyen terme, la vraie question finalement, c'est peut-être sur quoi faut-il vraiment se concentrer? Sur quels fondamentaux économiques solides ou sur quelle transformation profonde des secteurs, comme l'intelligence artificielle par exemple? Oui, par exemple, l'impact de l'IA sur des groupes comme Publicis ou Capgemini. Ou alors la transition énergétique, qui redéfinit complètement le jeu pour des acteurs comme Total Energies ou Engie. D'accord. Peut-être que la boussole aujourd'hui, pour naviguer dans ce contexte, elle se trouve plus dans ces grandes tendances de fond que dans le bruit, parfois assourdissant, des gros titres de l'actualité immédiate. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente question pour terminer. Se concentrer sur le signal plutôt que sur le bruit. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.